Merci beaucoup, Denise. Madame et Monsieur, je suis ravie d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix, en particulier puisque ces prix s'adressent à de jeunes scientifiques. I'm very happy to be here with you to receive this prize because this prize is a prize À la suite de leur carrière. And now on to English. I'm delighted to be here. Je passe à l'anglais. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Et quand bien même le français a été ma première langue étrangère, c'est la première langue étrangère que l'on apprend en Grèce, pays où je suis né il y a de nombreux siècles, eh bien, après tant d'années en Angleterre et aux États-Unis, je dois malheureusement m'exprimer en anglais puisque je suis plus à l'aise dans la langue de Shakespeare. Désolé si vous devez faire appel à l'interprétation pour comprendre mes propos. Permettez-moi de féliciter les lauréats. Bravo pour leurs accomplissements. J'ai compris quelques vagues notions de ce qui récompense leurs travaux, mais en tout cas, j'ai bon espoir, ou plutôt la certitude qu'ils seront couronnés de succès dans le cadre de leur carrière académique. Et puis, être ici me réjouit plus particulièrement parce que c'est une cérémonie qui s'insère dans la remise donc du prix Latsis. Monsieur Latsis, que j'ai pu côtoyer à la London School of Economics. Moi, je l'ai quitté après. J'ai eu ensuite un diplôme à Cambridge ou à Oxford. Alors pour ceux qui le connaissent, j'ai été donc ravi de rencontrer John Latsis et j'ai vu que la tradition d'avoir toujours une personne qui poursuit une carrière universitaire à chaque génération se poursuit. Le sujet que nous allons discuter relève donc des nouveaux médias et des révolutions qu'elles impliquent. C'est un sujet qui m'est particulièrement cher. Nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure dans le cadre de questions-réponses. J'aimerais isoler les grandes tendances que l'on note actuellement dans le domaine des médias, les grandes méga-tendances. La première est que on a constaté un basculement de la présentation à la participation des médias. À une époque, les médias ne faisaient que présenter, relayer l'information et les lecteurs ne faisaient que l'absorber. Cette ère-là est révolue. Quelqu'un a dit que l'on ne faisait que consommer l'information ramolli sur son canapé. Aujourd'hui, on continue de le faire, mais on galope sur un cheval. Et on ne fait pas que consommer l'information, on la partage, on la diffuse et on l'ajoute à tous les éléments d'information que l'on perçoit au demeurant. C'est donc une réelle transformation, une réelle révolution qui opère la distinction entre les anciens médias et les nouveaux médias, même si les nouveaux médias font de plus en plus pour s'attirer un public de plus en plus large. Et la participation est réellement au cœur de tout ce que nous faites, tout ce que nous faisons. Donc nous sommes au Huffington Post, bien sûr, une entreprise de journalisme avec plus de 700 rédacteurs, journalistes, ingénieurs qui travaillent au sein même de la société dans 10 pays dans le monde à l'heure actuelle. Et nous faisons ce travail, un travail récompensé par le prix Pulitzer, notamment l'an dernier. Mais nous sommes aussi une plateforme et cela nous emplit de fierté. En tant que plateforme, nous sommes un vecteur de communication et nous donnons la parole à des gens qui n'auraient pas la possibilité de s'exprimer ou de prendre la parole dans d'autres supports médias. Et ce qui me plaît le plus, néanmoins, c'est que dès qu'une personne a quelque chose d'intelligent à dire, il peut le transmettre au Huffington Post. Il faut que ce soit un papier ou un document de qualité.
il y a un certain nombre de personnes qui postent des blogs, qui s'expriment sur des blogs, qui font des posts, et peuvent le faire via le Huffington Post. Et là, je pense aussi à nos lauréats d'aujourd'hui. Il y a une section scientifique qui leur serait réservée. Et ce qui est formidable avec cette plateforme, c'est que l'on ne sait jamais qui va lire les informations qui y sont postées, quelles en seront les répercussions, les conséquences. Il y a par exemple un adolescent SDF qui a tenu un blog et le bureau des admissions de l'université de Harvard est tombé dessus et lui a proposé une place dans l'université où il étudie actuellement. C'est l'un des jolis exemples qui prouvent qu'une personne qui est peut-être à l'ombre quelque part peut être révélée et son potentiel exploité par ce genre de plateforme. Et puis, il n'y a pas de hiérarchie non plus. Et on peut parfaitement avoir le blog de François Hollande à côté du blog d'un étudiant quelconque. Le point commun, c'est toujours la qualité des contributions. Les grands groupes médiatiques, les marques, ont compris qu'aujourd'hui, permettre à l'individu de s'exprimer est devenu la nouvelle forme de divertissement. Pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que des gens s'amusent à mettre à jour Wikipédia ou postent des choses sur Tumblr ou autre? Mais la réelle question, c'est la question de savoir pourquoi est-ce que l'on regarde des émissions ordurières à la télévision, et cela gratuitement. Aujourd'hui, les jeunes veulent faire partie de l'ère du temps en contribuant individuellement à ce qui se passe dans le domaine médiatique, la politique, culturelle et autres. Et puis, ce qui a également pris de l'importance avec l'émergence des nouveaux médias, c'est la capacité de réaliser des biopsies et pas seulement des autopsies lorsqu'il y a des événements importants qui se produisent. C'est-à-dire que les médias, les représentants de la presse font un travail d'investigation et d'enquête très bon, mais au bout d'un moment, lâchent l'histoire. Aujourd'hui, les lecteurs les incitent à la poursuivre. Je crois qu'aujourd'hui, on a pu s'interroger sur les dangers qui planent sur l'avenir du journalisme dans la mesure où, par le passé, les médias ne faisaient pas toujours du très bon travail. Regardez les crises qui se sont produites ou les guerres. La guerre en Irak, par exemple. Et les médias américains ont très mal fait leur travail d'information du public. Ils n'ont pas fait un travail de vérification sur l'information fournie par l'administration américaine, à savoir qu'il n'y avait pas de menace nucléaire émanant de l'Irak. Et les conséquences ont été désastreuses. Nous continuons d'en payer la facture et nous continuerons de le faire encore pour de nombreuses années. Pensez, autre exemple, à la crise financière en 2008. Les médias ne nous ont pas préparés à cela. Ne nous ont pas permis d'anticiper ce qui a fini par se produire. Les médias ont donc été excellents dans les autopsies, mais ont encore bien du chemin à parcourir dans le domaine de la biopsie des événements. J'en viens maintenant à la deuxième méga tendance sur les trois que j'ai cités d'entrée de jeu. Traditionnellement, le travail des médias reposait sur l'hypothèse que quand ça saigne, ça mène. C'est-à-dire que les histoires d'horreur, les cambriolages, les meurtres, les assassinats, les cyclones, ça vend. Ça suscite l'intérêt. Et ce que l'on constate au Huffington Post aujourd'hui, c'est que les citoyens, les hommes et les femmes veulent
partager les informations dont ils disposent, mais les bonnes informations, les informations positives. On a d'ailleurs une rubrique qui est consacrée sur notre plateforme. Et le Huffington Post couvre justement un certain nombre d'événements de ce genre et ne se focalise pas sur ce qui ne va pas mal dans le monde, aux crises et aux guerres. Notre engagement repose également sur le fait que nous voulons attirer l'attention sur les évolutions positives dans ce monde. C'est la seule façon que l'on a pour faire en sorte qu'elle soit reproduite ailleurs. On a par exemple lancé une rubrique sur la création d'emplois. On couvre cette problématique avec un intérêt particulier, avec notamment l'accent sur le chômage des jeunes, l'évolution du marché du travail dans les pays du tiers-monde et autres. Alors nous avons aussi voulu couvrir les entreprises, les jeunes pousses, qui émergent par-ci, par-là, et qui génèrent énormément de créativité. Et cette section qui s'appelle en anglais « What is working ?», ce qui marche, a été une section qui a attiré l'attention de Goldman Sachs, qui la parraine aujourd'hui. Et Goldman Sachs dépense des millions de dollars pour décoller. Et dans ce nombre d'entrepreneurs, il y a une grande proportion de femmes. Donc, nous projetons les projecteurs sur ce qui marche. Et d'ailleurs, l'accueil par les lecteurs est extrêmement favorable. C'est le contenu qui est le plus partagé. Alors, augmenter le trafic dans ce domaine-là, ça ne se reflète pas directement à la une. On le constate par des canaux détournés. Il y a peut-être quelqu'un qui a déjà partagé ou tweeté l'anecdote sur Marcel Proust dont vous venez de parler. Et cela attire de nouveaux utilisateurs sur le site. Et les histoires de créativité, d'ingéniosité sont celles que l'on aura tendance à partager et à suivre. Et nous sommes même allés plus loin dans la mesure où nous avons essayé de collecter des fonds pour les organisations à but non lucratif. Nous avons élaboré un partenariat avec une fondation pour collecter des fonds pour les jeunes pousses, mais aussi pour des organisations qui défendent les droits des femmes. Et actuellement, nous menons une campagne pour collecter des fonds pour d'autres projets aussi. Donc on voit que les médias ont aujourd'hui un rôle qui va au-delà d'une simple couverture de tout ce qui ne va pas dans le monde. Aujourd'hui, les médias contribuent à la solution et jouent un rôle essentiel alors que nous faisons face à un grand nombre de crises dans le monde. Elles impliquent, par leur action, les lecteurs et les consommateurs de contenu. La troisième tendance, troisième méga-tendance dont j'aimerais parler, c'est le fait que l'Internet est en train de grandir. Je m'explique. Au début de l'ère Internet, il y a à peu près 25 ans, le web et les médias sociaux étaient dominés par la volonté de trouver, de chercher des informations. Or aujourd'hui, les gens se passionnent de plus en plus par la quête du sens ou des connaissances. On se rend compte que beaucoup de choses se produisent autour de nous et qu'elles ne sont pas toujours parfaites. Lors de la remise du premier prix Latsis, vous avez dit que, certes, on sait ce qu'il faut faire pour ce qui est du réchauffement climatique, comment lutter contre, mais on ne le fait pas. Et ce constat vaut pour un grand nombre de problèmes de notre temps. La question est celle de savoir pourquoi
pourquoi y a-t-il tant de dirigeants, tant d'hommes et de femmes politiques qui prennent des décisions aussi catastrophiques dans le domaine politique, dans le domaine des médias, dans le domaine économique. Ce sont des hommes et des femmes intelligents avec des quotients intellectuels élevés, mais je pense qu'ils ou elles manquent de sagesse. Il y a une grande distinction à opérer entre la sagesse et le quotient intellectuel. Et pour en revenir aux Grecs et aux philosophes grecs, ils étaient parfaitement conscients du distinguo. Quelque chose s'est donc produit depuis 200 ans et nous sommes sur le point d'assister à un grand changement qui va se produire. Je dis ça pour terminer sur une note positive. Alors, moi, j'ai étudié les philosophes grecs à l'école. J'ai appris mes classiques. J'ai eu mon diplôme sans rien savoir sur les mathématiques, mais je connaissais ma philosophie. Et cela m'a apporté une grande richesse. Les philosophes grecs se sont posés 3 grandes questions. Premièrement, comment gouverne-t-on la cité? Deuxièmement, que faut-il savoir? Et troisièmement, qu'est-ce que mener une bonne vie? Après Spinoza, on a arrêté de s'interroger sur ce qu'était une bonne vie. Et la philosophie occidentale est devenue une philosophie qui s'est intéressée à des choses marginales, la sémantique, la déconstruction, et a totalement délaissé le champ de ces autres problématiques. Or, c'est une question existentielle. Qu'est-ce que mener une bonne vie? Et nous venons, c'est un constat, nous revenons à ce questionnement par le biais des nouveaux médias. La raison étant que mener une vie sans s'interroger sur cela n'est plus mener une vie. Ça ne marche plus. Nous avons compris, et là j'aimerais parler d'un philosophe belge, Pascal Chabot, que le burn-out est la grande maladie de notre civilisation. Nous constatons qu'effectivement les gens se consument, se calcinent de l'intérieur, victimes du burn-out. Et en dépit des statistiques des Nations Unies et du Forum économique mondial, la Suisse est le 3e pays le plus heureux au monde, mais est classé 8e dans le classement des pays les plus dépressifs. Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais sachez tout de même qu'un tiers des travailleurs se qualifient d'extrêmement stressés. Ils souffrent de stress chronique. Et 90% des consultations médicales avaient un rapport au stress. Donc on est parvenu à un point où il faut véritablement changer quelque chose. Alors aux États-Unis, la situation est telle que 75% des coûts de santé sont liés à des maladies chroniques que l'on peut éviter. Et vous connaissez l'état du système de santé américain. Donc, où que l'on regarde, il faut changer les choses. Et le Huffington Post, qui a certes commencé par être un site axé sur la politique et l'économique, eh bien, le Huffington Post a constaté qu'il y avait d'autres champs qu'il fallait couvrir. Nous avons aujourd'hui une pluralité de rubriques qui couvrent ces différents domaines, avec notamment une rubrique entièrement consacrée au sommeil. Et d'ailleurs, au déjeuner, j'étais ravi de discuter du sommeil avec le professeur Duboul. Il me disait que la science, ou les sciences modernes, la biologie notamment, s'intéresse de près à la problématique du sommeil sous un tout autre angle qu'on ne le faisait par le passé. Puisqu'à l'époque, ou autrefois, le sommeil, c'était une sorte de luxe. On culpabilisait presque de dormir. Et aujourd'hui, la donne a changé. Le sommeil est... et il y a des liens qui sont établis entre le sommeil, la maladie, entre le sommeil, le diabète, ou le sommeil, la hyperactivité, et d'autres domaines. Et moi, pour vous citer une anecdote, je suis devenu j'étais extrêmement surmené, je me suis endormi au travail,
je suis devenue une prêtresse du sommeil tout simplement parce que je me suis donc blessé en m'endormant. Et je voulais et maintenant j'ai compris à quel point il était important de dormir. Je dors beaucoup plus que par le passé et la science ne fait que confirmer ce que nous constatons au niveau individuel. Lorsque j'ai fait un discours à l'Institut Smith au mois de mai, je leur ai dit de profiter à fond de la promotion canapé pour filer la métaphore du sommeil. Game-changing shift. Donc il y a un grand changement dans les règles du jeu. Nous devons redéfinir la réussite. C'est quelque chose qui est omniprésent dans les médias sociaux. Nous avons d'ailleurs une rubrique consacrée à cela qui s'appelle Third Metric et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que jusqu'ici, la réussite était liée à 2 critères, l'argent et le pouvoir. Ce qui est comme s'asseoir sur un tabouret à 2 pieds. C'est inévitable, on va tomber. Donc nous avons trouvé le 3e pilier, le 3e critère qui se découle en 4 éléments. Tout d'abord, la santé et le bien-être. La réussite n'est rien si nous n'avons pas la santé et le bien-être. Et c'est quelque chose que nous constatons constamment. Et vous voyez partout en Occident des hommes et des femmes, surtout des hommes, qui ont connu le succès et qui font presque automatiquement une crise cardiaque à partir de la quarantaine ou la cinquantaine. Et chez les femmes, le risque est encore plus élevé. Il y a une incidence plus importante de 40% de maladies cardiaques et une incidence de 60% plus élevée de diabète chez les femmes à des postes de pouvoir et de stress. Donc la situation doit changer. En même temps, et j'en parlais justement avec Jean-Dominique au déjeuner, et j'étais ravie d'apprendre qu'il avait reconnu l'importance qu'avait le temps de repos, pouvoir se déconnecter pour recharger ses batteries. Et en effet, Dominique, j'étais ravie d'apprendre que vous partez pour le week-end. Dès que vous le pouvez, vous avez un chalet à la montagne où vous pouvez vous déconnecter de ce flot constant d'informations. Et vous l'avez présenté en des termes biologiques et médicaux. Vous nous dites que nous sommes des produits de l'évolution et nos esprits ne sont pas conçus pour gérer ce flux constant d'informations. Nous ne sommes pas équipés pour le traiter. Et les études le montrent, nous sommes dans un état perpétuel de lutte, de fuite. Et d'ailleurs, j'ai une photo de gazelle sur mon smartphone parce que je lisais un livre de Mark Williams, qui est clinicien, psychologue en Angleterre, et il a dit que les gazelles, lorsqu'elles ressentent le danger, courent le plus vite possible. Elles ont une montée d'adrénaline, elles ressentent le coup de stress et se mettent à courir. Mais une fois le danger parti, éliminé, donc le lion parti, elles ne font que se reposer. Elles se ressourcent dans les prairies. Et c'est essentiel pour les êtres humains. Nous ne nous laissons pas ce temps de repos. Avec un esprit humain, le problème, c'est que lorsque nous ne vivons pas dans le présent, nous nous inquiétons soit de savoir ce qui va se passer à l'avenir, ou dans le passé à se demander pourquoi nous n'avons pas réussi à faire mieux. Donc, comme l'a dit Montaigne, il y a bien des choses terribles dans ma vie, mais la plupart n'ont jamais eu lieu. Et c'est ça, l'esprit humain. C'est ça, le fléau constant de ce stress dans nos vies, cette omniprésence du stress dont nous devons savoir nous détacher si nous voulons protéger notre bien-être et notre santé
Et j'en reviens à mes critères, puiser dans notre sagesse. Le problème, lorsque l'on est entouré de technologies, c'est que nous n'arrivons pas à nous déconnecter. Et il est essentiel d'apprendre à se déconnecter de la technologie pour apprendre à se reconnecter avec nous-mêmes. Je suis impressionnée de voir que peu de personnes ici consultent leur téléphone pendant une conférence. Aux États-Unis, c'est quasiment impossible de voir des personnes qui ne pratiquent pas ce multitâche. Et en fait, d'ailleurs, les études ont montré que ce n'était pas du multitâche, mais plutôt de jongler avec plusieurs tâches, ce qui est une source de stress très importante. Nous devons nous demander quels sont les contenus les plus importants dans les médias sociaux. La population essaie de prendre de l'autorité, de prendre des décisions par elle-même. La société a souvent abandonné ce rôle, donc les individus, et c'est ce qui est paradoxal, utilisent la technologie pour apprendre à se déconnecter de la technologie. La fonction récente d'Apple, la plus populaire, s'appelle « Do not disturb », ne pas déranger. Vous pouvez le mettre sur votre téléphone pour vous empêcher de recevoir des courriers électroniques, par exemple. Moi, j'aurais pensé qu'il suffirait de mettre le téléphone dans une autre pièce, mais non. Ils ont préféré télécharger une application pour le faire. Bref. D'ailleurs, au Huffington Post, nous avons lancé notre propre application. Il fallait une application, évidemment, il y a un an, qui s'appelle GPS pour l'âme. Nous avons travaillé avec des technologies médicales. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans iTunes si vous avez un iPhone. Grâce à votre caméra, vous avez un indicateur de votre niveau de stress, la variabilité de votre rythme cardiaque, et vous avez un guide. Mon guide est public, donc vous pourrez voir tout ce qui est dans le guide pour baisser mon niveau de stress, des photos de mes filles lorsqu'elles étaient jeunes et sans souci, des paysages, des musiques. En 1 minute, vous avez le temps de corriger le tir. C'est ça qui est impressionnant avec les sciences médicales, c'est que nous avons appris qu'il faut très peu de temps pour corriger ce tir. Ce qui est grave, c'est lorsque le stress s'accumule au point d'avoir un impact sur la santé. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un véritable désir chez nos lecteurs de résoudre ces problèmes, d'en parler les uns avec les autres, d'avoir des discussions en ligne. Et de plus en plus, encore une fois, c'est ce genre de contenu qui est le plus partagé. C'est ce que les gens aiment partager parce qu'ils essaient de trouver le moyen de vivre la vie qu'ils veulent et pas forcément la vie qu'ils ont. En plus du bien-être et de la sagesse, le troisième critère, c'est l'émerveillement. Avec cette omniprésence de la technologie, on est submergé d'informations, d'observations. Dans les rues de New York, et c'est là que je vis, presque personne ne se promène, ne se balade tout simplement. De plus en plus de personnes sont au téléphone pendant qu'ils marchent. Ils ont des accidents de voiture parce qu'ils écrivent des messages textes en conduisant ou boivent au volant. Et c'est une nouvelle crise d'ailleurs aux États-Unis. Et d'ailleurs, faites attention parce que c'est le genre de tendance qui va vite traverser l'Atlantique. L'on ne vit jamais l'instant présent à cause de cela. Et ma mère, qui était naturellement philosophe, elle me disait toujours « Ne passe pas à côté du moment, de l'instant ». Elle est décédée en 2000 et en allant à l'épicerie ou au marché avec elle, c'était toujours très long parce que elle établissait des relations personnelles avec tous les commerçants avant de pouvoir leur acheter quoi que ce soit. Parce qu'elle vivait dans un autre monde. Elle vivait dans un monde où elle n'était pas dans un sentiment
d'être pressé continuellement. Et ce que nous vivons pour la plupart, c'est une famine du temps. C'est-à-dire que nous avons l'impression de courir après le temps. Et ceci a d'énormes conséquences, bien entendu, sur le niveau de stress de ces personnes. Et Brian Andreas a dit quelque chose que je garde sur mon bureau et quand j'y pense, cela m'aide beaucoup. Il parlait de quelqu'un et il a dit « Sa vie a changé le jour où elle a réalisé qu'elle avait tout le temps du monde pour faire ce qui comptait le plus. » C'est ça la distinction que nous oublions de faire. La distinction entre ce qui est urgent et important et le reste. Et tout ce que nous avons à l'esprit nous semble urgent et important. La dernière partie, c'est de savoir donner, le dernier critère. Latsis, la fondation Latsis a démontré l'importance de savoir donner, mais en donnant, nous contribuons tous à cette abondance de vie. Il faut vivre et pas uniquement lutter pour réussir. Encore une fois, c'est souvent un instinct naturel, mais qui malheureusement est trop souvent relégué au second plan dans notre vie quotidienne. J'aime bien les lumières qui s'éteignent, qui se baissent. C'est toujours la surprise qui sait peut-être que je finirai dans le noir total. Mais si l'on apprend dès le plus jeune âge à nos enfants que donner fait partie de la vie, et d'ailleurs c'est écrit dans la Bible, cela leur permettait de transformer leurs priorités. On a déjà de jeunes enfants qui sont accros aux technologies. Et l'Association pédiatrique américaine a encouragé les pédiatres à dire aux jeunes parents de ne pas donner de iPhone ou de iPad à leurs jeunes enfants à moins de 2 ans, avant l'âge de 2 ans. Et après, à l'école primaire, ne pas les laisser passer plus d'1h30 devant un écran par jour. Ce sont des priorités très importantes parce que de plus en plus d'enfants ont des troubles de la concentration et ils ont beaucoup de mal à se focaliser sur une seule chose. Et à l'avenir, je pense que le monde sera dirigé par des personnes qui savent se concentrer. Parce que la majorité en sera incapable. On essaye tous de faire des dizaines de choses en même temps, ce qui pour certains est signe de productivité alors que ce n'est pas le cas. Et l'élément clé ici, c'est avec l'évolution de plus en plus rapide du monde, les personnes qui seront les plus créatives, les plus efficaces, sont celles qui seront puisées dans leur propre sagesse, leur propre créativité. Et nous en avons déjà des exemples. Même nos géants de la technologie, Steve Jobs par exemple, a dit à son biographe, Walter Isaacson, que toutes ses meilleures idées pour les produits les plus connus chez Apple lui sont venues pendant la méditation zen. Alors qu'il s'agisse de la méditation, la prière, la randonnée, la pêche à la mouche, peu importe. À chacun de faire son choix. Ce qui est important, c'est de prendre le temps de se reconnecter avec soi-même et de se déconnecter des médias sociaux. Et pourtant, je suis à la tête d'une entreprise de médias, mais je suis extrêmement consciente, peut-être justement parce que je suis à la tête de cette entreprise, de notre besoin de nous reconnecter. Et nous devons intégrer cette idée dans la gestion de nos entreprises. Et il y a quelques années, j'ai créé des salles de sieste dans la salle de rédaction et au début, on se demandait qui oserait aller s'allonger dans la salle de sieste en milieu d'après-midi. Maintenant, je pense qu'il faudra une 3e salle. D'ailleurs, je passais devant une des salles l'autre jour et j'ai vu 2 personnes sortir de la salle de sieste. Et je me suis dit, si ça vous fait plaisir, si vous êtes rechargé, comme bon vous semble.
Nous avons des cours de yoga, de méditation, de respiration hebdomadaires pour essayer de nous assurer que les employés sont au mieux de leur forme. L'on ne paye pas des employés pour leur endurance, mais pour leur jugement. Et voir des personnes assises derrière un bureau 14 heures par jour, alors qu'en fait, elles sont absentes une bonne partie du temps, ce n'est absolument pas un avantage pour l'entreprise. Il semblerait que 300 milliards de dollars chaque année aux États-Unis soient gaspillés à cause du stress. Tout ceci évolue et c'est bon de voir que l'on a une rédactrice qui passe sa journée sur Internet pour voir ce qui se dit autour de ce thème. Et c'est vraiment incroyable. Qu'il s'agisse de PDG ou autre, il y a une prise de conscience quotidienne. Dans un entretien, il y a 2 semaines, et on a entendu que le PDG de Salesforce procédait à des séances de méditation quotidienne, et Steve Jobs a demandé justement que lors de ces obstacles, on transmette à ses amis dans une boîte non pas le dernier modèle du iPhone, mais le livre qui a le plus marqué sa vie. Et en fait, c'était l'autobiographie d'un yogi, puisque c'est un livre sur la réactualisation de soi. Donc c'est intéressant de voir que ces grands noms de la technologie ont déjà su comprendre l'importance de se déconnecter de la technologie. Et l'on voit également des exemples à l'autre extrême. Kai-Fu Lee, qui est l'ancien président de Google en Chine, a fêté ses 50 millions de suiveurs sur Weibo, qui est l'équivalent de Twitter. Et il a écrit quelque chose de très émouvant, 140 caractères en chinois, c'est l'équivalent d'un roman. Avant, je faisais des concours pour savoir qui pouvait dormir le moins. C'était la lutte jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, à l'heure où je risque de perdre 30 années de ma vie, j'ai enfin pris le temps d'y repenser. C'était quelque chose de très émouvant, surtout venant de quelqu'un qui était émergé dans ce monde de la technologie et qui a eu un grand impact en Chine. D'ailleurs, j'ai été il y a 2 semaines, qui souffre. L'on ne voit rien à Pékin à cause de la pollution. Donc, le pays souffre déjà des conséquences non intentionnelles de cette croissance accélérée. J'aimerais conclure en vous disant que chaque religion, chaque philosophie revient au fond à dire la même chose, la même vérité. Chaque religion l'exprime de manière différente, mais pour couvrir les athées également qui sont peut-être présents dans la salle, j'aimerais citer un concitoyen grec, Archimède. Il m'a dit « Donnez-moi un endroit où me poser et je saurai faire bouger le monde ». Et je crois que chacun a une place à trouver, un emplacement qui lui procure de la paix, de la sagesse. À partir de cet endroit, tout peut arriver. Nous sommes invincibles à cet emplacement. Mais les médias sociaux et les nouvelles technologies nous empêchent quelque part de puiser dans cet emplacement, la place qui est la nôtre. Et nous devons tous nous en rendre compte. Réfléchissez-y. La dernière fois que vous étiez à des obsèques, par exemple, et que vous écoutiez George disait, on ne dit jamais George a réussi à augmenter notre part de marché de 3%, ou il est devenu PDG à l'âge de 35 ans, ou elle ne mangeait jamais son déjeuner, ou mangeait toujours à son bureau. Non. Qu'est-ce que l'on dit pendant les éloges? On parle de leur générosité, leur sens de l'humour.
leur relation aux autres. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous ne menons pas nos vies de cette manière, nous ne prenons pas les décisions de notre vie en fonction de cela. Alors apprenons peut-être à nous fonder sur notre éloge funèbre et non plus sur notre curriculum vitae. Et cela va révolutionner la place de la technologie dans nos vies. Et la technologie et les médias sociaux retrouveront leur place de serviteurs. Ils sont là pour nous faciliter la vie, pour faciliter la connectivité, de nous rassembler. Mais il ne faut pas que cela devienne le serpent du jardin d'Éden. La technologie peut être le jardin d'Éden. Nous voyons l'impact très important des médias sociaux, qu'il s'agisse du printemps arabe ou du renforcement des liens familiaux avec les familles de plus en plus distantes. Mais si nous ne gérons pas les conséquences, c'est le serpent que l'on verra apparaître. Et les résultats peuvent être extrêmement nocifs. Je suis naturellement optimiste parce que je suis grecque et naturalisée américaine, donc je suis doublement optimiste. Je crois donc que nous arriverons à résoudre ces problèmes. Nous arriverons à sensibiliser autour de ces questions, à contribuer aux discussions dans les médias sociaux. J'espère vous voir dans ces forums, vous voir contribuer à ces discussions et j'espère que grâce à vous, nous remettrons la technologie à sa place. Madame Huffington a accepté de répondre à quelques questions, s'il y en a. Veuillez vous présenter brièvement votre nom, ce que vous faites, combien d'heures vous dormez tous les jours, etc. Bonjour. Alors, j'ai écouté avec attention votre intervention. J'aurais une question sur les statistiques relatives à la Suisse. Je suis grec, mais je dois désolé, je dois défendre les Suisses. Vous avez dit que les Suisses sont le troisième pays le plus heureux au monde et classé 8e pour ce qui est des dépressions. Est-ce que vous pensez que cette statistique est faussée, par exemple, parce que ils ont pris comme point de mesure Zurich pour mesurer la dépression et Genève pour mesurer le bonheur, puisque les gens sont très heureux à Genève, ou pas? Alors, combien de questions peut-on poser? Une, deux, trois? C'est une question rhétorique, monsieur, donc vous avez le droit d'en poser une deuxième. Vous avez une deuxième question à me poser? Bon, alors ce n'est pas démocratique d'en poser plus. À Zurich, ce qui se passe, c'est qu'une personne prend le micro, en pose 3 et empêche donc les autres d'en poser. Madame Huffington, je vais vérifier les statistiques si elles s'expliquent par la différence entre Genève et Zurich. Une question. Quel est l'impact des médias sur le pouvoir politique et sur la démocratie? Just to repeat. Alors, la question était donc de savoir quel est l'impact des médias sur la démocratie et la vie politique en général. Vous parlez donc de l'impact, des répercussions. Très bien. Eh bien, je pense qu'on peut dire qu'on note clairement. Mais disons que c'est comme si l'on a deux écrans. Tout dépend de votre perspective. Dans certains domaines, on constate que l'impact est résolument positif parce que les gens ont la possibilité de s'exprimer. Ça accélère les bouleversements politiques qui sinon auraient pris des décennies. On l'a vu en Égypte, par exemple. Mais d'un autre côté, on constate également que il arrive fréquemment que les pires propos peuvent être ainsi portés sur le devant de la scène et on leur consacre une attention qu'ils n'auraient jamais méritée. On le voit par exemple avec le mouvement Tea Party aux États-Unis où un mouvement minoritaire devient
extrêmement fort en termes d'influence. Donc la technologie, c'est un outil, tout dépend de l'utilisation qui en est faite. Actuellement, on utilise cette technologie pour le meilleur et pour le pire. Et ce qui est le pire actuellement, ce sont les attaques anonymes qui sont faites sur Internet et les propos qui sont ainsi disséminés. Aujourd'hui, on peut se cacher derrière l'anonymat. Et le Huffington Post a eu plus de 300 millions de commentaires depuis qu'il a été lancé, et les lanceurs d'attaques anonymes sont devenus de plus en plus futés. Nous avons désormais donc décidé de mettre un terme à cette possibilité de poster des commentaires de manière anonyme. Nous sommes conscients de notre rôle dans la société et on peut parfaitement accepter qu'il y a des avis contraires sur un sujet, mais on ne peut plus accepter le fait de proférer des remarques, des observations, des propos diffamatoires en se cachant derrière un paravent. Alors si c'est une personnalité qui a des raisons impérieuses de rester anonyme et qu'elle nous l'explique, nous accéderons à sa demande. Mais dans le cas contraire, non. Je pense qu'il faut établir une hiérarchie des priorités dans le discours civique, et cela aura, je pense, un impact considérable sur le fonctionnement de notre démocratie. Merci. Hello, I'm a journalist. Bonjour, je suis une journaliste suisse. J'aimerais connaître votre avis sur l'avenir de la télévision dans le contexte que vous avez esquissé. Alors, je pense que la différence entre la télévision et ce que l'on regarde sur son iPad ou son ordinateur va aller en s'amenuisant. Comme je le disais, j'ai 2 filles, elles ont 22 et 24 ans. Et elles ne regardent tout simplement jamais la télévision. Elles regardent tous les programmes télévisés, les shows sur leur iPad ou sur leur ordinateur portable. Alors même qu'elles ont la possibilité de les regarder ailleurs. Et même les gens qui sont davantage habitués à la télévision bénéficient des avantages des 2 options, c'est-à-dire qu'on va peut-être regarder le dernier épisode de Homeland ou d'une autre série, et tout en commentant en direct ce qui s'y passe et en partageant ses commentaires avec ses amis. Alors nous avons lancé notre réseau de streaming en fusionnant les 2 options, et elle place celui qui regarde au cœur de l'action. Donc celui qui regarde l'émission fait aussi partie de l'émission que, par exemple, l'invité sur le plateau. Le spectateur est donc au cœur de l'action. Et le spectateur intervient par Skype ou d'autres outils. C'est, je crois, l'avenir de la télévision. Il y aura cette tendance qui va de la présentation des informations à la participation. Bonjour, merci beaucoup pour votre discours. Qu'en pensez-vous du piratage, du hacking? On parle beaucoup des pirates sur Internet. Les motivations sont-elles positives, négatives? Vous parlez donc du hacking. Vous voulez dire, par exemple, les gens qui s'introduisent frauduleusement dans des systèmes informatiques, dans les emails? Vous faites allusion à Wikileaks, M. Snowden et tout? Oui, notamment, mais aussi des institutions, les banques, les organismes d'État. Madame Huffington. Écoutez, je crois que le débat a été lancé. Ce sera un débat d'ampleur que nous allons avoir au cours des prochaines années. Il a un impact sur la définition de la vie privée. C'est un débat certes légitime. Il faudra aussi s'interroger sur les informations que l'on attend peut-être
dont on attend des gouvernements qu'ils soient divulgués. Parfois, certaines informations doivent rester privées pour permettre le fonctionnement des institutions ou, dans d'autres cas, parce que cela permet au public de comprendre que les dirigeants ne disent pas toute la vérité. Avec Wikileaks, ce qui était embarrassant, c'est qu'il y avait d'un côté le discours officiel et puis le discours des câbles diplomatiques qui, lui, reflétait une réalité tout autre, d'où le gros embarras des autorités concernées. Et je me rappelle d'ailleurs l'un des câbles qui a été publié par Wikileaks sur ce qui se passait en Afghanistan. Et on y décrivait une situation catastrophique avec le gouvernement Karzai, alors même que Obama, M. le Président Obama, revenait d'un voyage en Afghanistan en disant que tout s'y passait très bien. Donc le gouvernement ou les autorités ont certes le droit de garder confidentielles certaines données, mais ils n'ont pas le droit de mentir au public. Bonjour, je suis un scientifique spécialisé dans le domaine de l'environnement. Jay Hansen, à Hawaï, vous pose cette question par courriel. Il y a un lien avec ce dont nous avez parlé ce soir. L'un des objectifs, c'est d'attirer un certain ou davantage de visiteurs sur le site web. Et puis vous avez parlé de la croissance phénoménale en Chine et le lien avec la pollution. Alors Jay Hansen veut savoir comment est-ce qu'une presse indépendante peut servir les lecteurs tout en promouvant les intérêts des entreprises qui possèdent, par exemple, ce média. Et puis, l'autre question a trait à la publicité. Publicité qui a un impact sur la consommation d'émissions pourries. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? D'un côté, on sert les maîtres et de l'autre, on essaye de fournir un contenu au lecteur. Madame Huffington, c'est une question intéressante. Je pense que le contenu et son augmentation s'explique par ce que les gens veulent partager. Ça permet de répondre plus facilement, de répondre à votre question. Nous avons un site vert, un site écologique qui est le premier aux États-Unis et de grands défenseurs de la cause écologique s'y expriment, font part de leurs expériences et ça ne nous pose aucun problème vis-à-vis de ceux qui placent des publicités chez nous. Nous savons que les grandes marques savent qu'elles ne peuvent pas juste publier de belles annonces publicitaires en refusant d'assumer toute responsabilité. Elles sont soumises à une obligation rédactionnelle aujourd'hui. Et ce que peuvent faire aujourd'hui les gens, c'est par exemple envoyer des messages par Twitter. Ces sociétés ont des spécialistes qui sont là pour répondre aux interrogations des consommateurs. Je crois que cela va considérablement accroître la pression sur les grandes marques pour qu'elles agissent de manière plus responsable. Le plus gros problème pour moi, c'est le problème des contributions aux campagnes électorales et qui permettent à des grandes enseignes d'influencer des hommes et des femmes politiques. C'est un problème plus sensible. Le public répond ou riposte en boycottant les produits de ces sociétés. On le voit, ça c'est une tendance qui émerge clairement, même si ce n'est pas un boycott officiel. Il y a un certain nombre de questions encore, mais notre orateur a eu une très longue journée. Nous allons peut-être prendre la dernière question. Bonjour. Madame, je suis
de ressortissants suisses. Ma question est la suivante. Comment justifiez-vous l'agressivité des hommes politiques, avocats et représentants d'une partie de la presse à l'égard de la Suisse? Il y a effectivement aussi les pressions par le biais des représentants diplomatiques américains et l'aide de la NSA. Réponse de Mme Huffington. La NSA est clairement hors contrôle. On ne la maîtrise plus. Si elle estime nécessaire d'enregistrer les conversations d'Angela Merkel, je pense que ça répond déjà à la question. Si une agence peut faire tout ce qu'elle veut, on ne la gère plus. C'est-à-dire qu'on n'opère plus de distinguant entre ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Ça vaut pour la Suisse comme pour d'autres pays. Fort heureusement, la NSA est désormais sous le feu de la rampe et quand on met sur écoute ses alliés, on peut s'interroger sur la distinction entre alliés et ennemis. Tout ça s'efface un petit peu. Et ce qui s'est produit a été un élément déclencheur de l'information du public. Le président en sait davantage plus et manifestement le président des États-Unis non plus, ou en tout cas pas autant qu'on ne l'aurait pensé. Alors permettez-moi de conclure en vous invitant de poursuivre cette discussion et ces échanges avec le Huffington Post. Vous avez des choses extrêmement intéressantes à dire. Je vais vous donner mon adresse électronique. Vous pourrez m'envoyer des messages. Et si vous avez des blog posts à publier dans une autre langue que l'anglais, ça peut être une contribution pour l'édition française, espagnole ou allemande, vous pouvez le faire. C'est une adresse facile à mémoriser, ariana@huffingtonpost.com ou Ariana Huff avec 2 F sur Twitter. Merci beaucoup de m'avoir invité. Toutes mes félicitations encore aux lauréats et bonne chance pour la suite de vos travaux. Merci également à la Fondation LATSIS qui permet de soutenir le travail de ces formidables scientifiques.